Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. Et Sud Radio, 9h15. Parlons vraie répartition des postes clés de l'Assemblée nationale. Ça a agité toute l'actualité politique ce week-end. Y a-t-il eu un déni de démocratie, une forme de déni? Aucun poste pour le RN. Marine Le Pen le dit, il n'y a plus de règles à l'Assemblée. C'est devenu une zone de non-droit. Dans le même temps, la France insoumise saisit le Conseil constitutionnel. Selon elle, les ministres démissionnaires n'auraient pas dû prendre part au vote pour ces postes clés de l'Assemblée, notamment pour la présidence de l'Assemblée. Alors, le règlement de l'hémicycle a-t-il été respecté? La Constitution a-t-elle été bafouée? On en débat avec vous. Appelez-nous 0826 300 300. C'est Manu qui nous attend au standard. Et puis, vous réagissez sur nos réseaux sociaux. Laurie Leclerc, on rappelle la question qu'on vous pose, la question du jour sur le Twitter de Sud Radio. L'Assemblée nationale est-elle devenue donc une zone de non-droit? Qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Marine Le Pen? Est-ce qu'elle a raison? Oui, à 90%, non à 7%, sans avis à 3%, avec ce commentaire. Sans aucun doute, effectivement, et l'alliance nauséabonde NFP-LFI ajoute ce sentiment à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle notre numéro pour débattre avec nous, 0826 300 300, et je vous présente nos invités ce matin. Bertrand Mathieu, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur émérite du droit constitutionnel à la Sorbonne, auteur de La Justice en question, c'est aux éditions Dialogue. Et puis Luc Gras, bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, politologue. Bertrand Mathieu, pour commencer, je le disais, aucun poste pour le RN, ni au sein des instances du bureau de l'Assemblée, ni au sein du bureau des commissions permanentes. Il n'y a plus de règles à l'Assemblée, dénonce Marine Le Pen. Le règlement de l'Assemblée a-t-il été bafoué? En tout cas, il a été bafoué dans son esprit parce que la logique du système veut que dans les postes de décision de l'Assemblée nationale, il y ait une représentation qui soit non pas strictement proportionnelle, mais qui tienne compte de la composition de l'Assemblée nationale. Et c'est incontestablement pas le cas, puisque le premier groupe de l'Assemblée nationale a été privé de représentation dans les postes les plus importants des instances dirigeantes. Et donc, il y a en effet une violation, non pas forcément des textes, parce que le règlement est interprété très largement par le bureau, et le bureau, on le sait, est composé d'une majorité de gauche, mais il y a incontestablement une violation de l'esprit des institutions avec, on en reparlera probablement, le retour des combinationnés de la 4e République. Ben justement, parlons-en. Le RN qui a obtenu, je le rappelle, plus de 10 millions de voix aux législatives. Comment expliquer tout simplement son absence dans les instances de l'Assemblée? Vous savez, les Français ne posent plus véritablement de cordon sanitaire avec le Rassemblement national. Et alors, sont les élus qui se sont autoproclamés pour essayer de poser ce cordon sanitaire. C'est évidemment complexe. Monsieur Mathieu a bien raison. Il y a 10,6 millions des électeurs qui ont testé leur choix pour le Rassemblement national. Et en application de l'article 10, alinéa 6 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'idée de proportionnalité n'a pas été respectée. Donc évidemment, il y a un vrai problème démocratique. Ça peut faire tâche sur cette 17e législature qui s'ouvre. Oui, ça peut créer une forme de frustration, très clairement, de la part des électeurs du Rassemblement national, Luc Gras. Bien sûr. Alors, toute la question est de savoir si ça va avoir un effet de démobilisation en disant on n'y arrivera jamais avec ce plat vert, ou si ça va mobiliser les électeurs qui existent encore et qui sont des personnes qui n'ont pas encore fait le pas de voter pour le parti dit Le Pen. Et donc, c'est tout ça la question. Est-ce que ça va permettre au Rassemblement national de passer de 33-34% à 40% et ainsi devenir véritablement incontournable? C'est toute la question. Il ne s'agit pas de s'intéresser véritablement directement sur ce fait-là aux électeurs du Rassemblement national qui déjà votent pour lui, mais sur est-ce qu'il y a encore une marge de progression pour le Rassemblement national? Et évidemment que ce fait joue en la faveur du Rassemblement national. Bertrand Mathieu, sur cette attribution des postes clés à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a un recours possible pour Marine Le Pen, pour le RN? Non, pas directement. Et on a aussi la question du vote des ministres lors de l'élection de la présidente de l'Assemblée nationale. Mais je crois qu'il faut éviter. On est face à une crise de nature
politique. Et je crois, au-delà du sort du Front National, ce qui a été très justement expliqué, il y a véritablement un problème de nos institutions et de notre démocratie. Dans une démocratie représentative, il doit y avoir véritablement une représentation des électeurs, une représentation la plus fidèle possible au vote. Ce n'est pas le cas. Mais je crois qu'il faut, j'allais dire, Marine Le Pen tombe dans un travers de ce qu'elle dénonce à juste titre assez souvent, c'est de ne pas faire du juge l'arbitre des questions politiques, de toutes les questions politiques. Il est extrêmement dangereux, me semble-t-il, de transférer au juge le règlement de débats qui sont essentiellement des débats de nature politique. Le juge peut être un arbitre, mais il n'est pas arbitre de toute la vie politique. Et en l'occurrence, je ne crois pas qu'un certain nombre de ces recours pourront être tranchés par le Conseil constitutionnel. Alors elle-même, Marine Le Pen ne l'a pas fait, le RN n'a pas justement fait appel au juge, au Conseil constitutionnel. On y reviendra parce que c'est la France Insoumise qui a fait cette démarche, on y revient dans un instant. Mais d'abord, Lugrin, un mot. Alors, c'est Philippe Juvin de la droite républicaine qui était mon invité tout à l'heure et qui dénonçait une forme d'hypocrisie, de victimisation de la part du RN qui, quoi qu'il en soit, aura un point important dans les discussions à l'Assemblée et en commission. Est-ce que vous partagez cette analyse de Philippe Juvin? D'abord, il y a un point important, c'est qu'on ne comprend pas bien stratégiquement pourquoi le Rassemblement national s'est mis un petit peu en retrait, notamment en permettant l'élection des deux vice-présidents issus de LFI. On n'a pas elle n'a pas été clairement expliquée et par conséquent pas comprise. Pour le reste, le bureau a quand même un rôle très important. Imaginez que demain un élu de LFI sorte un kéfier ou un drapeau palestinien et c'est le bureau qui est saisi et qui doit donc apporter une sanction. À partir du moment où il y a une majorité du nouveau Front populaire au sein du bureau de l'Assemblée nationale, eh bien, quelle va être la position du bureau? Vous voyez, ça ouvre quand même une nouvelle instabilité au sein de l'Assemblée nationale dont elle n'avait pas besoin. Pour le reste, c'est-à-dire, allons au bout des choses, Lugrin, ça veut dire que aujourd'hui, donc 12 des 22 membres, majorité absolue, sont du nouveau Front populaire. Ça veut dire que ils pourraient bloquer des sanctions éventuelles contre leurs élus, leurs députés. Et est-ce que, je vais aller encore plus loin, est-ce que ça veut dire que ça donne carte blanche finalement aux élus, notamment de la France Insoumise dans l'hémicycle? Ça va dans ce sens-là, bien sûr, puisque c'est le bureau qui décide de la sanction ou pas. Alors, bien sûr, ça va dans ce sens-là. Après, sur la représentation, c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que Juvin fait partie de ce groupe qui a été le mieux servi. La droite républicaine. Deux vice-présidents et une femme aussi à la caissure de la droite républicaine. C'est vrai que pour 47 députés, c'est assez inédit. À 46 députés, je crois, tout compris, ils ont moins de 8% des élus et plus de 18% des 35 points et demi correspondant à la proportionnalité. Donc, ils sont représentés à plus de 18% avec moins de 8% des électeurs. Ceci dit, sur le fond, c'est vrai que c'est dommageable de ne pas avoir des représentants au bureau, mais c'est vrai qu'en tant que présidente du groupe Rassemblement national, elle fait partie de la conférence des présidents. Et à ce titre, évidemment, elle est associée à de nombreuses décisions. Et puis pour la réalité du Parlement et la vie pratique du Parlement, chacun sait que les décisions se prennent parfois dans les couloirs ou dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, en dehors des structures stricto sensu. Mais la réalité, c'est que démocratiquement, et j'ai tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est dommageable que dans notre République, il y ait autant d'électeurs qui ne soient pas, par l'intermédiaire de leurs représentants, présents au sein de l'institution qu'est le bureau. Bertrand, Mathieu, c'est important aussi de se poser de cette question-là, finalement, sur le bureau de l'Assemblée nationale, majorité absolue des députés de gauche. Concrètement, si sanction il doit y avoir, c'est quoi? C'est une décision qui se prend à la majorité absolue, relative, au sein du bureau de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'il en est à ce niveau-là? Oui, ça peut varier selon la nature des sanctions. Mais en tout cas, les sanctions les plus importantes ne pourront pas, si elles visaient des députés, en effet, de la France insoumise, ne pourraient pas finalement être prises. Et donc, on va vers une certaine forme d'impunité. Et si vous me permettez, je dirais qu'en fait, on a une
triple crise. On a une crise démocratique de représentation. On a une crise d'efficacité. On se demande comment cette Assemblée va pouvoir fonctionner. Et le problème des sanctions que vous soulevez à juste titre en est une illustration flagrante. Et puis, il y a un troisième problème, c'est qu'il y a un jeu de dupes. Il y a un jeu de dupes parce qu'on voit qu'il y a des stratégies un peu souterraines et qu'en fait, tout le monde pense beaucoup, en tout cas, pense à la prochaine élection présidentielle et qu'un certain nombre de comportements... Ou aux prochaines législatives. Prochaines... législative ou prochaine présidentielle. Et Bien donc sûr. là, il y a une certaine forme de jeu de dupes. Vous restez avec nous, Bertrand Mathieu, professeur émérite du droit constitutionnel, à la Sorbonne, auteur de La justice en question, je le rappelle, aux éditions Dialogue, et puis Lugras, politologue. On vous retrouve dans un instant, tous les deux, et puis vous nous appelez, vous le savez, 0826 300 300 au standard. Vous prenez la parole, vous posez vos questions, ou alors vous donnez votre opinion. C'est à suivre, à tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. 9h28 sur Sud Radio, cette question, notre débat du jour, 0826 300 300, répartition des postes clés à l'Assemblée nationale. Y a-t-il eu un déni de démocratie? On poursuit le débat, donc vous nous appelez 0826 300 300, et puis avec nos invités, Bertrand Mathieu, professeur émérite de droit constitutionnel à la Sorbonne, Lugras, politologue. J'aimerais qu'on en vienne à cette saisine du Conseil constitutionnel de la part de la France Insoumise, qui, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, qui conteste le fait que les ministres démissionnaires aient pu prendre part au vote, notamment pour la réélection de Yaël Braun-Pivet. Que disent les textes à ce sujet, Bertrand Mathieu? C'est clair ou pas? Pas du tout. Pas du tout. La Constitution pose un principe de séparation des pouvoirs qui voudrait que les membres du gouvernement ne participent pas à l'activité de l'Assemblée. On a une loi organique qui prévoit la situation inverse, c'est-à-dire lorsque un député devient ministre. Donc, on a des textes qui ne sont pas clairs du tout sur cette hypothèse. Mais je crois qu'il y a quand même un principe d'interprétation. Ce principe d'interprétation, qui est lié à la séparation des pouvoirs, voudrait qu'un ministre, même démissionnaire, qui garde un certain nombre de fonctions exécutives, de fonctions réglementaires, ne puisse pas participer à une élection et une élection du bureau de l'Assemblée, d'autant plus qu'en fait, l'Assemblée nationale a pour mission de contrôler le gouvernement. Alors, même si ce gouvernement est démissionnaire, encore une fois, il est susceptible de prendre des décisions et il ne peut pas être renversé. Donc on est dans une confusion, et pardonnez-moi ces propos confus qui ne sont que la traduction de la confusion dans laquelle nous sommes. C'est clair dans la confusion, Bertrand Mathieu, on aura compris en tout cas, d'une certaine manière, si je puis ajouter, préciser. Mais allez-y, je vous ai coupé, excusez-moi Bertrand Mathieu. Oui, non, le problème c'est que, en fait, c'est une situation, un gouvernement démissionnaire, théoriquement, dans la pratique, n'est fait que pour durer quelques jours. Et donc, en réalité, le problème, généralement, ne se pose pas. Ici, on se trouve dans une situation tout à fait nouvelle sous la Ve République, dans laquelle on a un gouvernement démissionnaire dont la durée est absolument imprévisible et qui n'a pas de limite. Et là donc on se trouve dans un véritable système de confusion. Et je crois que si la contestation de LFI devant le Conseil constitutionnel théoriquement ne devrait pas aboutir parce que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent, il n'en reste pas moins qu'on a là un comportement qui n'est pas véritablement conforme à la logique de la Constitution. Et imaginons, Bertrand Mathieu, avant de vous retrouver, Lugras, imaginons que le Conseil constitutionnel donne raison à la France insoumise. Que se passe-t-il dès lors? Dans ce cas-là, il est évident que l'élection serait invalidée et qu'il faudrait procéder à une nouvelle élection sans que puissent y participer les membres du gouvernement démissionnaire, ce qui bien évidemment risquerait de changer totalement le résultat du vote si l'on regarde la manière dont il s'est passé. Oui, puisque Lugras, ça s'est joué finalement à ces 17 voix-là de ministres démissionnaires, la réélection de Yaël Braun-Pivet. C'est vrai que c'est un enjeu très important finalement tout cela. Oui, ça s'est passé, il y a 17 ministres, 17 ministres députés, on pourrait les appeler comme ça, oui. Et ça s'est à 13 voix.
Mais moi, je ne crois pas que la saisine par LFI du Conseil constitutionnel est de nature à prospérer, puisque déjà le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer lors d'une précédente majorité relative. On était dans une situation sensiblement comparable et il s'était déclaré, comme il vient d'être dit, pas compétent. Donc je pense que cette hypothèse-là ne va pas prospérer. Il faut comprendre pour les auditeurs pourquoi on est un petit peu dans cette situation compliquée. C'est parce que la Ve République a été créée pour reposer sur l'efficacité. On sortait d'un certain nombre de difficultés et on allait affronter de nouvelles difficultés dans ces années 58-60. Eh bien, Michel Debré et les constituants ont décidé de donner à la France une majorité, une possibilité de majorité effective reposant sur le parlementarisme rationalisé. Par des vagues successives, on a de plus en plus renoncé à tout cela. Tout d'abord avec la cohabitation. Rappelez-vous, à l'époque, on se posait déjà la question, est-ce que la cohabitation est possible sous la Ve République ? Elle a été possible avec une majorité absolue. On a ensuite expérimenté en 88 la majorité relative, mais au moins le Premier ministre de la même couleur politique que le président. Et cette fois-ci, on additionne les deux. Pas de majorité, cohabitation sans majorité absolue, et même pire que ça, sorte d'archipélisation de la vie politique où on a plusieurs masses, 3 masses qui sont elles-mêmes divisées au sein de leur propre groupe, sauf le Rassemblement national. Donc on a une situation inextricable qui probablement se tranchera par la mère des batailles qui est l'élection présidentielle. En attendant, au gérer au jour le jour. Et vous rejoignez Bertrand Mathieu sur cette importance capitale de l'élection présidentielle pour dénouer d'une certaine manière cette situation. 0826 300 300. Bertrand Mathieu Lugras, on a un certain nombre d'auditeurs qui veulent réagir, peut-être vous interroger à ce sujet. Arnaud d'abord, qui nous appelle du Morbihan. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup Sud Radio. Oui, moi je suis un peu inquiet parce qu'effectivement, il faut qu'on m'explique comment 10 millions d'électeurs sont tenus à l'écart du paysage politique, parce qu'avec 140 députés, c'est un peu juste, comme on dit. Donc voilà, moi je comprends qu'il y ait un mécontentement global dans la population, puisque 10 millions, 140 députés, ça fait pas le compte, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure d'ailleurs. Merci Arnaud, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Lugras finalement sur cette difficulté pour les électeurs finalement du RN ou pour les sympathisants, voire même au-delà de comprendre ce décalage entre le nombre de voix obtenues aux législatives et puis derrière ça le nombre de députés et puis l'absence de représentation au sein du bureau. Oui, vous savez, la logique politique, pour avoir été longtemps dans les allées de l'Assemblée nationale, la logique politique n'est pas la logique de l'électeur de base. Il y a des comportements qui font que finalement très vite, quand on rentre à l'Assemblée nationale, on est un peu coupé parfois de la réalité de terrain et la politique tambouille un petit peu, reprend le dessus. Alors avec les institutions de la Ve République, c'était un petit peu encadré, et là, ça donne libre cours vraiment de tambouille un petit peu. Donc, on comprend l'amertume des gens qui ont été votés, qui se sont mobilisés en masse. Et d'ailleurs, ce qui est vrai pour le Rassemblement national peut être vrai aussi pour les électeurs du nouveau Front populaire qui ont espéré aussi de leur côté voir éventuellement, à partir du moment où ils arrivaient en tête, un Premier ministre issu de leur camp. Mais c'est une réalité qu'il y a une véritable amertume. La question qui est intéressante au niveau de la science politique, c'est comment elle va se traduire. Est-ce qu'elle va se traduire par un supplément de mobilisation de ces électeurs déçus contre le système actuel et par la voie, bien sûr, et l'expression démocratique et le vote aux prochaines élections, ou est-ce que ça va finalement, avec l'écume des jours, se calmer? Je ne crois pas, vu les tendances électorales depuis maintenant bientôt 20 ans, je ne crois pas que ça va se calmer. Je crois que ça ne peut que renforcer ce sentiment qu'il y a une injustice par rapport au Rassemblement national et renforcer. Voilà. Bertrand Mathieu, on vous retrouve dans un instant. Peut-être pour réagir justement, on retourne au standard à ce que va nous dire Abdelak de Mont-de-Marsan. Bonjour Abdelak. Oui, bonjour. Bienvenue, rapidement. Oui, je suis agacé en fait. J'ai toujours pleuré les 10%, les 10 millions d'électeurs. Alors je suis désolé mon cher Abdelak, mais non, on vous entend pas du tout là. Ça capte pas très bien. Décalez-vous peut-être d'un pas ou deux.
Désolé, Abdelhak, véritablement, on ne vous entend pas du tout. Je vous propose, Abdelhak, peut-être d'être de nouveau avec nous demain matin sur Sud Radio. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur tous ces sujets. Bertrand Mathieu, pour revenir justement à cette question-là, on se rend compte quand même, c'est le point positif, qu'on a de plus en plus de Français qui s'intéressent finalement au règlement de l'Assemblée, et puis à la Constitution. Ça, c'est peut-être le point positif finalement de cette période-là, qu'on vit. Oui, vous avez raison. Pour les constitutionnalistes, c'est un moment tout à fait particulier, puisque face à une situation politique particulièrement désordonnée, on va essayer de rechercher quelques points d'ancrage dans la Constitution. Je voudrais, si vous le permettez, répondre à un mot à votre auditeur dont je comprends parfaitement la question. Le problème, c'est qu'on a 577 élections. En fait. Et donc, on n'est pas dans une élection où il y a un lien direct, on n'est pas à la proportionnelle, il n'y a pas un lien direct entre le nombre d'électeurs pour un courant politique et le nombre de députés. Ce sont des élections locales qui donnent un résultat national. Mais j'ajouterai quelque chose qui conduit ou qui ajoute au désordre. On ne sait pas aujourd'hui où est la majorité, où est l'opposition. Par exemple, la gauche revendique à la fois d'être majoritaire et elle revendique à la fois, et elle obtient, le poste de président de la commission des finances qui est attribué à l'opposition. Donc j'allais dire, personne ne peut s'y retrouver aujourd'hui dans ce système de la parlementaire. Situation complètement inédite. Alors je précise qu'Éric Coquerel, président donc LFI de cette commission des finances, a dit que si le président de la République nommait un gouvernement issu du nouveau Front populaire, eh bien il se retirerait de ce poste de président de la commission des finances. Bertrand Mathieu, un mot aussi sur la suite très directe dans les prochains jours de l'Assemblée nationale. A priori, alors Philippe Juvin, qui était mon invité tout à l'heure sur Sud Radio, me disait que la conférence des présidents n'avait pas encore statué sur une date, pour poursuivre les débats, pour se rassembler de nouveau au niveau des députés dans l'hémicycle. Est-ce que ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de gouvernement, il est impossible de réunir à nouveau les députés à l'Assemblée, Bertrand Mathieu ? Écoutez, sauf situation d'urgence, le Parlement ne peut pas voter la loi, ce qui veut dire que le gouvernement ne peut pas déposer de projet de loi, s'agissant d'un gouvernement démissionnaire, et on est donc dans une situation où, pour que l'ensemble de la machine institutionnelle fonctionne, il faut qu'il y ait un gouvernement. Mais pour qu'il y ait un gouvernement, il faut quand même que se dessine une forme de majorité relative. Et donc, c'est du point de vue politique que va se dénuer éventuellement la crise institutionnelle. Et de toute manière, la prochaine étape importante, et ça je crois que c'est dans le calendrier, celle qu'il faut vraiment relever, c'est la préparation du budget. La préparation d'un budget ne peut pas être l'œuvre d'un gouvernement démissionnaire, et donc l'heure de vérité est à la rentrée lorsqu'il s'agira de travailler sur le budget. Merci beaucoup Bertrand Mathieu, professeur émérite de droit constitutionnel à la Sorbonne, je le rappelle, auteur de La justice en question aux éditions Dialogue, ça vient de sortir. Puis merci beaucoup Luc Gras, politologue, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour y voir plus clair dans ce flou artistique. Merci beaucoup, et puis on fait un point aussi sur notre question du jour. On conclut, Laurie Leclerc, cette question qu'on vous posait sur nos réseaux sociaux. L'Assemblée nationale est devenue une zone de non-droit selon Marine Le Pen. Pensez-vous qu'elle a raison ? Eh bien oui, à 90%, non à 7%. Merci beaucoup. Allez, on termine les débats sur Sud Radio. Dans un instant, le soleil, les cocotiers, peut-être. En tout cas, on ouvre notre page été sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.